My gang will get you. Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle si peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur dans leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus et militer avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde. Hey man, you want girls? I'll show you a good time. This place has everything. Come on, I'll show you. Aujourd'hui, dans Les Enfants du Nouveau Monde, nous accueillons Marion Rebera, une jeune auteure d'Alès. Salut Marion. Bonjour Céline Elodie. Je suis ravie de t'accueillir. Je viens de finir ton livre hier soir, ton livre qui s'appelle Danse, mon étoile danse. Comment on pourrait le qualifier, ce livre? Une autobiographie? Je pense que c'est un récit initiatique inspiré de mon histoire, voilà, qui raconte l'expérience d'une jeune femme sur le chemin de la vie, voilà, dans un voyage intérieur-extérieur. Donc c'est un roman initiatique, c'est aussi un récit de voyage, parce que tu passes par de nombreux pays. C'est une autobiographie de, je dirais, de guérison, de découverte intérieure, parce qu'on a tous des choses, des parts de nous à guérir, et en même temps très en lien avec la guérison de la planète et de tous les êtres de l'humanité, on va dire. Donc chaque en-tête de chapitre est précédé d'une citation. Oui. Alors il y a Khalil Gibran, il y a Imre Simon, Nietzsche, Lao Tse, Olivier de Kersauzon, le Dalai Lama, Nicolas Bouvier. Donc il y a des voyageurs, des philosophes, des sages. T'as l'air de lire beaucoup. Oui, j'ai lu beaucoup, je continue à lire. Après, je suis aussi inspirée par les pays que j'ai rencontrés, et puis des figures de certains pays comme ça, qui sont aussi porteurs de belles choses pour cette terre et pour l'humanité. Et aujourd'hui, tu lis moins. Aujourd'hui, tu es passé à l'écriture. Tu es passé de l'autre côté de la page. Alors, je continue à lire, c'est vrai, et maintenant j'écris. En fait, j'ai toujours écrit. J'écris depuis que je sais écrire. Sauf que là, il est arrivé un moment où, justement, rentrée de voyage, j'ai eu besoin de partager tout ce que j'ai pu rencontrer. Et j'ai mis en route le personnage de Marjane pour raconter ces histoires. Et donc voilà, les mots se sont mis à être partagés à travers un livre. Alors justement, c'est une autobiographie, c'est ton histoire, mais en même temps, c'est incarné par un personnage qui s'appelle Marjane. Pourquoi avoir choisi ce personnage plutôt que Marion Parce que justement, c'est inspiré de mon histoire, mais à partir du moment où j'ai posé les mots, ce n'était plus mon histoire. C'est l'histoire qui peut parler à beaucoup de personnes. Et j'ai aussi voulu mettre une distance entre mon expérience et celle que je partage. Donc c'est pour ça qu'il y a le personnage de Marjane qui est là et qui raconte cette histoire. Avec sa sensibilité à elle de personnage. Et aussi parce que je pense que dans la vie, tout est mouvement et tout bouge tout le temps. Et ce qui a été vrai et bénéfique à un moment donné ne l'est peut-être plus à aujourd'hui. Donc le personnage Marjane permet cet équilibre. Et alors donc, ce personnage, Marjane, et toi aussi, vous êtes passés donc par tout un tas de pays, de villes. Vous avez beaucoup voyagé, petite globe-trotteuse. Donc, ta ville natale, c'est Alès, quand même. Ma ville natale, c'est Limoges. Ah, rien à voir, d'accord. Dans le Limousin. C'était Alès. Non. Ok, d'accord. Mais tu as grandi à Alès, par contre. Non, non plus. J'ai grandi à Limoges. D'accord. Voilà. J'ai grandi à Limoges, dans le Limousin. Donc, t'es arrivé à Alès récemment, ou j'ai cru comprendre que ton enfance s'était déroulée dans les quartiers... De Limoges. D'accord, bah tu vois, j'ai cru que c'était Alès. Rien à voir. C'est pas nommé parce que justement, voilà, j'ai épuré tout ça et voilà, que ce soit aussi une histoire qu'on cible ici ou là, mais sans précision. Oui. La preuve, c'est que j'ai tout à fait reconnu Alès dans tes descriptions. Pour moi, c'était tout à fait crédible, donc on peut s'y retrouver. Voilà. Hein. Je m'y suis beaucoup reconnue d'ailleurs dans ton livre. Et puis, tu as passé par le sud de la France, Nice, l'Angleterre, le Pérou, Israël, l'Inde, l'Égypte. Voilà, tu as beaucoup voyagé, découvert des lieux très puissants, des lieux de la Terre qui sont très puissants et des personnes puissantes aussi. Oui, tout à fait.
Mais en fait, j'ai eu la chance, je vais le dire comme ça, d'être très bien guidée sur mon chemin et d'aller là où c'était juste pour moi au bon moment. Et c'est vrai que ce soit au niveau des êtres ou de la Terre et des différents lieux de la Terre, ça a été toujours des moments très riches, très porteurs et même guérisseurs. Voilà. C'est vrai que tu as l'air de savoir bien écouter ton intuition, parce qu'à chaque fois, c'est sur des coups d'intuition que tu pars en voyage. C'est pas ah tiens, j'ai envie d'aller visiter tel pays, je prépare mon voyage 1 an à l'avance et tout ça. Non, c'est un coup de tête, tac, d'un coup, une image, un flash, il faut que j'aille là-bas et hop, t'y vas, quoi. C'est-à-dire que j'essaie de vivre en fonction de ce que je ressens en moi. Et donc, je ne sais pas toujours pourquoi, avant que je fasse les choses. Souvent, c'est après que ça se dessine et que j'ai le dessin complet du pourquoi et du comment. Mais voilà, donc ça a été, là j'ai besoin de bouger, mais où est-ce que je vais aller ? Et la réponse arrive dans les quelques jours et après je dis ah oui c'est là. Pourquoi là ? Je ne sais pas, mais il faut que j'y aille. Et après je trouve, voilà, petit à petit, le lendemain j'ai une autre page qui s'ouvre, un autre pas qui se met en place et je vais là. Tes ressentis, du coup, sont les très bons guides. Ils mentent jamais. Bah écoute, je pense que tout est juste, en fait. À partir du moment où on s'écoute, je crois pas à l'erreur, en fait. Je crois à l'expérience. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, ça va m'apporter quelque chose. Ça va m'apporter une compréhension, ça va m'apporter une expérience à approfondir. Voilà, des choses à nettoyer, des choses à ouvrir. Je préfère le prendre comme ça, en fait. Même si des fois les situations, les expériences ne sont pas toujours simples ou n'apparaissent pas faciles, elles sont là pour, je pense, m'apprendre des choses. Vous écoutez Les Enfants du Nouveau Monde sur Radio 16 sur le 99.2 et nous sommes aujourd'hui avec Marion Rebera qui nous présente son livre « Danse, mon étoile danse ». Alors, ton ami Georges Colleuil, qui a fait la préface de ton livre, parle de la pensée magique qui t'accompagne. Pensée médecine, pensée simple, saine et solide, ce sont ces mots. Et donc, cette pensée peut se résumer en 3 mots, c'est « tout est possible ». Oui, exactement. Dans un grand oui, je crois en fait au tout est possible. Je crois en cette magie de la vie dont on est tous porteurs, qui me fait dire que tout est possible en fait. On peut véritablement, on a cette force en nous, les humains, et cette possibilité de vivre ce que l'on est et vivre nos rêves dans la réalité. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. Qu'est-ce que ça veut dire, la fatalité ? La fatalité, par exemple, de dire, par exemple, j'attire la poisse, il m'arrive que des problèmes, etc. Il y a des gens qui sont comme ça, dans cette pensée-là, qu'il y a une certaine fatalité. Dans mon monde... c'est pas comme ça. Ça n'existe pas. Et donc, ça donne beaucoup d'espoir, ce tout est possible. On voit à travers ton livre aussi à quel point cette pensée t'a protégée et t'a aidé à traverser des moments difficiles qui auraient pu, chez certaines personnes, on le voit, ça entraîne vers la délinquance ou la dépression ou la violence, la drogue, bref, vers des tourments intérieurs et tout ça. Et dans ton cas, ce tout est possible, ça t'a servi de bouée de sauvetage, quoi. Ouais. Et ça t'a permis d'avancer toujours vers plus d'espoir, de lumière, etc. Je veux bien que tu nous lises un petit extrait qui illustre ça, qui illustre cette possibilité, en fait, de traverser les difficultés sans que ce soit une fatalité et tout en gardant cet espoir parce que c'est en traversant ces difficultés que vient la lumière. Oui. Donc c'est, voilà, ce petit extrait. De la terre sortent les fleurs, du fumier les roses. Il n'est pas de nuit sans le jour,
et 2 jours sans la nuit. Avons-nous besoin de traverser nos ombres pour connaître la lumière ? Serait-ce seulement la lumière de l'un que l'on peut connaître l'autre ? J'entends souvent ces histoires difficiles qui ont abouti sur du merveilleux. Je me réjouis de cette capacité intrinsèque que nous avons en nous, humains, de rebondir, de sortir victorieux de l'invivable, de l'insoutenable. Un insoutenable qui peut être surmonté. Pulsion de vie qui accompagne jusque dans les bas-fonds et souffle une fois encore sa carte vie. Ces histoires difficiles qui aboutissent sur du merveilleux. Voilà, ça, c'est vraiment porteur d'espoir. Comme quoi, on peut traverser des périodes extrêmement sombres dans sa vie, mais que c'est juste à traverser, quoi. C'est une épreuve, en fait. Ouais. C'est Boris Cyrulnik qui en a parlé aussi avec le mot de la résilience. C'est-à-dire qu'on peut rebondir, justement, on peut rebondir de toutes ces difficultés ou de ces situations qui peuvent paraître sombres à certains moments. Et puis qu'éventuellement, les périodes sombres ou la difficulté ou peut-être des excès de nos personnalités, etc., sont à vivre. Ça fait partie de notre expérience d'humain d'aller vivre ça aussi. Peut-être pas à éviter, loin de là, y aller, quoi. Il y a un autre extrait là que je veux bien que tu nous lises. Oui. La plupart d'entre nous a besoin d'expérimenter tous les coins et les recoins des opposés, du séparé, pour connaître l'autre rive, l'unité. Nous avons besoin d'explorer nos mondes, nos émotions, nos corps, dans toute leur polarité, l'esprit et la matière. Il en est ainsi. Alors, on comprend que ton livre est une écriture qui est profonde, qui parle à l'âme. J'ai envie de poser le mot spirituel. Est-ce que tu es d'accord avec ce mot ? Oui, on peut dire oui. Après, tout dépend comment on peut concevoir le spirituel. Je pense que le spirituel, disons l'esprit, l'âme, n'est pas séparé du corps et de la matière. Pour moi, c'est un tout qui a besoin d'avancer ensemble. Parce que sans ancrage, sans racine, sans enracinement, on peut parler toujours de spirituel, mais on volera au moindre coup de vent. Et donc, le spirituel n'a pas de sens, ou en tout cas perd son sens. Voilà. Pour moi, le spirituel, l'esprit, la matière s'ancrent avec ce corps et avec ses racines. Et avec donc les expériences d'humains que nous avons à traverser et à rencontrer. Tout à fait, avec nos expériences d'humains sur cette terre. Alors justement, dans ton livre, il y a beaucoup d'expériences qui sont vécues par Marjane, par toi donc. Des expériences qu'il fallait oser quand même, audacieuses. Je pensais que le but final de toutes ces expériences, c'est vraiment découvrir les autres et se découvrir soi-même. Oui, je pense que c'est un chemin vers soi, à travers les autres, un chemin vers les autres, à travers ce que l'on porte, à travers ce que je porte. Dans ton livre « Danse, mon étoile danse », il y a une expérience qui parle bien de cette audace. À une période, donc, tu étais bénévole au SAMU social. Oui. Tu faisais la maraude, c'est-à-dire que tu aidais les gens à la rue. Oui. Et puis, non contente de les aider, tu veux aller plus loin et tu décides d'expérimenter la Manche. Donc, de te mettre dans la peau de celui ou de celle qui est à la rue. Oui. Et ça, tu nous le décris donc dans ton livre. Et moi, ce que j'ai aimé dans non seulement l'expérience que tu as vécue, mais dans ta description, c'est que tu es très honnête face à l'ambiguïté de ta situation, parce que à la fois, tu as envie d'expérimenter, mais à la fois, tu es quand même dans un rôle d'imposteur, quoi. Oui. Tu n'es pas à la rue, mais tu veux l'expérimenter, tu veux le jouer. Et ça, tu l'as très bien décrit. On se lit encore un extrait. Oui. En fait, j'avais fait cette expérience. Je travaillais donc bénévolement au SAMU social, en maraude le soir avec un camion, on tourne dans les rues et parce que ces personnes à la rue m'ont toujours interpellée, j'avais besoin d'approfondir. C'est pour ça que je suis venue bénévole, mais ça n'a pas satisfait mes interrogations en fait vis-à-vis de ça. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai dit je veux aussi me mettre de l'autre côté et être cette personne qui s'assoit sur le trottoir. Mais voilà, toutes mes questions n'ont pas eu de réponse forcément, mais en tout cas, j'ai mis dans mon corps un peu plus de sens. Donc voici l'extrait. J'expérimente. Je rencontre celui qui vit dehors, celle qui boit pour se réchauffer, ceux qui tentent de s'en sortir, se sortir de ce cercle vicieux, infernal, interminable, remonter et éviter de replonger. Je continue dans ce qui pousse mon être à prendre sa place, sentir avec mes sens, avec mon corps, expérimenter dans la chair ce qui vit autour de moi, comprendre au plus près, appréhender du dedans ce qui se passe en face, dehors. Pendant les vacances de Pâques, je décide de vivre une expérimentation, de venir quelques heures évanescentes,
celle qui s'assoit par terre dans la rue, qui tend la main pour manger. Seulement, ce n'est pas n'importe quelle expérience. Elle impose d'elle-même une implication organique, loin d'être insignifiante. Je joue un rôle qui va me coller à la peau. Je deviens le personnage que je joue. Je suis actrice, mais personne ne le sait. Les spectateurs ne savent pas le rôle qu'ils tiennent. Le voile, l'espace entendu d'un commun accord qui sépare le comédien du regard du public, n'est pas. La rencontre a lieu à même la peau. Pas d'interstice, de masque, de scène, de fosse, de fauteuil. Une seule partie connaît la vérité. Une réalité qui ne peut donc pas être révélée par l'œil miroir de l'auditoire, pouvant renvoyer l'image du personnage, ce qui entraîne une perte d'identité. Je me retrouve seule face à cette vérité qui me fait vaciller. Absence de sens. Je me dissous et me perds dans les émotions que je vis. Alors voilà, moi je suis admirative devant l'audace et le courage qu'il faut pour vivre ce genre d'expérience. Et puis j'ai envie de parler des autres parce qu'il y en a quand même un paquet qui m'ont touchée. J'ai séparé un petit peu en deux, même si voilà, tout va ensemble, hein, mais c'était pour le souci d'explication. Les rencontres avec les autres, c'était comme celle qu'on vient de lire, c'est aller à la rencontre de l'autre aussi. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand moi je suis là à tendre la main? Quel est le regard que l'autre pose sur moi? Comment l'autre se positionne vis-à-vis de moi? Qu'est-ce que je découvre de l'humain dans ce moment-là? Et là, t'as découvert peut-être sentiment de honte, de lâcheté, puis aussi la sublime générosité des personnes qui, à la fin, t'es tellement touché par cette générosité que tu vas mettre un terme à l'expérience, oui. parce que du coup, là, t'as découvert quelque chose de merveilleux dans l'humain, quoi. Oui. Avec les personnes qui t'invitent au restaurant. Tout à fait. Et là, tu te dis, non, je peux pas aller jusque-là, quoi. Oui. Et y a autre chose que j'ai trouvé très courageux aussi, c'était d'oser vivre tes élans bisexuels et les dévoiler. Et là, tu rencontres aussi l'homophobie. Oui. Donc les personnes qui te jugent par rapport à tes choix, une violence extrême, l'exclusion. À ce moment-là, tu travailles dans un snack, je crois. Oui. Et du coup, tout ton entourage de travail vraiment te bannit, quoi, presque, parce que t'as osé révéler que tu aimais les femmes, etc. Et puis après, oser aussi aller dans l'élan inverse et aller découvrir aussi tes envies hétérosexuelles et puis découvrir ta peur des hommes ou ton amour aussi. Oui, en fait, je pense aussi que la sexualité, c'est un chemin d'expérimentation et c'est un chemin vers soi. Et voilà, j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré des hommes. Et tout ça, ça a été beaucoup de questionnements. Et dans ce livre, c'est vraiment aussi une mise à nu de ce que je peux porter et que beaucoup d'autres aussi peuvent porter comme interrogation, à différents niveaux, à différents endroits, que ce soit juste en interrogation ou en expérience, passage à l'acte. Et du coup, ça a suscité beaucoup de choses en moi et à l'extérieur de moi. Et ça m'a permis aussi de me rencontrer un peu plus dans mon féminin, dans mon masculin, d'accueillir cette femme qui me ressemble, qui a le même corps que moi, de rencontrer cet homme qui me permet d'être encore plus femme dans mon féminin, d'observer mon masculin, comment il agit, d'observer mes peurs, d'observer mes joies, mes plaisirs. Et voilà, c'est aussi, je pense, une partie de l'humanité que de retrouver son contact avec sa sexualité et dans quelque chose aussi que j'ai envie de dire de respectueux et de sacré, quelle que soit la forme que ça prend. Seigneur, aide mes pensées à raisonner correctement. Ce monde veut m'enseigner la peur et de A à Z me ment. Je te cherche à mon âme en essayant de la connaître. Ma mémoire veut accroître mon mal en soufflant sur ma comète. Plus j'avance, plus j'affronte mes résidus tristes. Je me retrouve à lutter contre mes pulsions autodestructrices. Oh mon Dieu, Seigneur des seigneurs, roi des rois, éternel créateur, tes commandements seront mes lois. Parle à mon âme, envoie-moi un ange quand je me perds, un signe, un présage, des éclats de pétales dans leur jeu de pierre, du libre arbitre. Mon espèce s'est retournée vers le démon et mon espèce me dit folle lorsque ce fait je le dénonce. Fixe siècle de torture, le cérébral spécule ordure, le matériel n'est qu'illusion, la connaissance, la vraie fortune, non pas leur connaissance tordue, mais l'immuable que rien ne corrompt. Nourriture spirituelle pour mieux ranimer la colombe. Seigneur, aide mon âme que ce monde voudrait voir perdue, car j'ai refusé de la vendre pour accéder à la vertu. Mes frères planent dans le doute, donne-leur la force de rester droit. La sagesse m'a dit connais-toi, pour voir le ciel faut rester toi. Ce monde blasphème, la foi considérée comme futile par ceux qui ne voient pas tes signes, discernant pas le subtil, mais voudraient donner des leçons aux serviteurs de ta lumière.
ceux qui savent que demain sera sûrement ce qu'on a vu hier. Je ne suis qu'une âme égarée, mais réceptive à ton amour. Alors je t'en prie, éclaire-moi, ce monde veut me mettre dans un moule. Se fout pas mal de nos désirs, c'est du cœur, pas de l'ego. Alors j'agis avec amour pour mieux l'entendre dans ton écho. Seigneur, soigne ma colère, elle est la faille de tous mes mots. J'ai trop mémorisé le mal et elle ressurgit dans mes mots. Accepte mon humble repenti sur la route que j'arpente. Reste près de mon âme, je t'en prie, comme lorsque je remontais la pente. Seigneur, guide mes pas, peu importe ce qu'il advienne. Donne-moi la force d'avoir la foi, chaque jour plus que la veille. Réchauffe le cœur de ceux qui souffrent, toi qui souffles la vie. Que ton soleil puisse éclairer nos lunes quand s'ouvre la nuit. Réconforte de ton amour l'enfant seul et malheureux. Protège ces peuples courageux qui survivent les larmes aux yeux. Guide mon espèce à faire la paix avec la création, à faire la paix avec les siens et à chasser l'aliénation. Seigneur, fais comprendre à l'homme que son prochain est son frère, que toutes nos cultures différentes sur le globe sont une richesse. L'homme s'est construit un monde inhumain, écrasant les gens simples. Éclaire le cœur de nos bourreaux pour qu'ils puissent devenir humbles, qu'ils puissent voir avec le cœur, pas avec l'ego ni la tête, afin de plus jamais oublier qu'on est les gardiens de la terre. Que le poids de nos karmas redevienne plume et que les rayons indigo de nos soleils puissent percer cette brume. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'était la prière de Kenny Arcana sur Radio 16, sur le 99.2. Vous écoutez actuellement Les Enfants du Nouveau Monde, où j'accueille Marion Rebera, qui nous parle de son livre « Danse, mon étoile danse », de son livre et pas que, de sa vie aussi, et puis de tout ce qu'elle découvre, ressent, pense et partage avec nous. Il y a une grande introspection dans ta démarche et pour ça aussi il faut énormément de courage et d'audace parce que aller à la rencontre de soi-même, on va aussi à la rencontre de zones terriblement effrayantes. Et le passage où tu vas à la rencontre de ton diable intérieur, waouh, là on va pas le lire parce que ça fait 3 pages, mais waouh, c'est hyper puissant et c'est hyper courageux parce que je veux dire ça a duré, c'est une expérience qui a duré 3-4 heures ou quelque chose comme ça. En fait voilà, durant mon parcours j'ai rencontré ce que je peux porter ou ce que j'ai pu porter, c'est-à-dire mes ombres aussi, et traverser mes ombres et les regarder. C'est-à-dire que voilà, j'ai pu porter beaucoup de colère, beaucoup de haine, une violence très forte. Il a fallu que je la rencontre, que je l'accueille, que je la traverse pour aussi accéder à d'autres choses et à une lumière que je porte en moi. Mais ensuite, voilà, d'un côté la lumière, d'un côté de l'ombre, et puis jusqu'au moment où j'arrive en mon centre, dans le cœur, qui permet de réunir ces deux faces d'une même pièce, et cette pièce est le cœur central de l'humain. C'est là où le creuset de l'alchimiste, c'est là où tout s'alchimise, où tout se mélange et où tout est accueilli et où tout est aimé et tout est reconnu dans sa sublime humanité. Tout à fait. Ouais. Alors du coup, pour aller à la rencontre de toi-même et pour aller à la rencontre de ton diable intérieur, si on peut dire, enfin en tout cas de ces zones d'ombre terriblement effrayantes qui te retournent les tripes, qui te mettent dans un état terrible. Donc comme on disait, ça a duré 4 heures. Pendant ces 4 heures, t'aurais eu le choix de dire... C'est bon, je sors de là, quoi. Je branche la radio, je prends un livre, je sors boire un verre, etc. On a toujours ces possibilités dans la vie. La vie fait que nous tendre des perches pour qu'on aille à la rencontre de soi-même, mais on a toujours la possibilité d'esquiver. Oui. Et on le fait beaucoup. On le fait beaucoup, mais aussi beaucoup de gens osent aussi aller se regarder, en fait, de prendre le miroir et de dire, ok, je traverse au miroir, je traverse
toutes ces images, toutes ces formes et toutes ces illusions aussi que je porte. Et ça passe par là. Et toutes ces émotions. Toutes ces émotions, tout à fait. Des émotions de peur, de cruauté, d'angoisse, bref, plein de choses. Et du coup, il y a des étapes pour aller vers ça. Oui. Et donc, pour aller vers la rencontre avec toi-même, donc on a vu les différentes rencontres avec les autres, pour aller à la rencontre avec toi-même, tu as utilisé plein de moyens. Il y a eu le travail thérapeutique, tu as eu la chance de rencontrer une bonne thérapeute et puis sans doute d'autres. Oui, j'ai rencontré plusieurs thérapeutes, dont une qui fait partie toujours de mon paysage, qui est une amie aujourd'hui, qui pratique la technique du rebirth. Donc c'est aussi une thérapie par le souffle. Le rebirth, c'est la renaissance en français. Voilà, mais c'est aussi une thérapie par le souffle, on va dire, parce que ça a été un peu galvaudé aussi au fil des années, cette thérapie, et ce qu'on en a fait. Thérapie par le souffle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un temps de parole et il y a un temps où on va dans notre corps, en respiration profonde, en hyperoxygénation, qui permet d'ouvrir des espaces et d'apporter des guérisons, des compréhensions, des prises de conscience. Mmh. Et ça a été un travail important que j'ai pu faire avec cette femme qui a pu m'accueillir dans tout ce que j'étais et dans toutes mes facettes. Voilà. Mmh. Qui a eu confiance en toi. Tout à fait. Du coup, qui t'a donné confiance. Exactement. Ah, quel beau cadeau, donner la confiance. Oui. Et du coup, tu as fait de la méditation aussi ? Je pratiquais la méditation, je pratique aussi. Après, au fil du temps, je fais aussi la mienne, méditation. Voilà. Tu inventes ta forme à toi, c'est ça ? Voilà, je fais ce que je sens juste dans ce qui est là aujourd'hui. Et puis, tu as ressenti le besoin à des moments de faire des retraites, ce qu'on appelle des retraites, c'est-à-dire à un moment, je me retire du monde, j'ai besoin d'aller à la rencontre avec moi-même, il faut que je coupe avec tous les parasites et le monde extérieur. Et du coup, pour ça, tu es allée dans des monastères notamment ? Oui. C'est-à-dire que j'avais eu besoin à un moment donné, de par cette vie qui demandait beaucoup au niveau émotionnel, de retrouver mon centre. J'étais un peu perdue et je me suis dit où est-ce que je peux aller pour ça. Et ce qui m'est venu, c'est de dire il y a des monastères en France qui proposent des temps de retraite. Moi, je n'appartiens pas à un courant religieux particulier, mais c'était là, à côté de moi. Je dis je vais essayer. Donc j'ai fait quelques retraites comme ça dans des monastères catholiques notamment, pour me retrouver et pour faire l'expérience de ce que je porte en moi, dans la foi que je porte, et qui n'est pas en lien avec une religion bien établie. Mmh. Et puis, retrouver le silence. Oui. Du coup, c'est ça surtout que tu recherchais, oui. quoi. C'est ça qui est nécessaire pour retrouver soi-même, son centre, et puis sa foi, c'est de trouver le silence à un moment donné. Mais le silence, c'est vraiment un espace qui nous permet d'entendre à l'intérieur. Donc de se retrouver et de me retrouver et d'écouter ce qui se vit. Et c'est pas toujours facile de se retrouver et d'écouter ce mental qui s'agite énormément, de sentir l'émotionnel qui s'agite aussi, qui a beaucoup de choses à raconter, et puis traverser toutes ces couches. C'est-à-dire une fois qu'on a passé le mental au bout de 2 jours, après on traverse l'émotionnel, et puis ensuite on arrive en soi. Et là, beaucoup de choses peuvent apparaître dans cette justesse, dans cet axe de vie. Et toucher l'ennui aussi. Et l'ennui peut nous rendre dingue, puisque dans cette société de consommation, de bruit, de mouvement incessant, on n'a pas l'habitude de s'ennuyer. En tout cas, on a perdu l'habitude de l'ennui, qui est aussi un terreau extraordinaire pour la création, pour la créativité, pour redonner des motivations à nos envies et nos rêves. Et ces temps de silence, de retrait me permettent ça. Oui, j'ai une image qui me vient quand tu parles de ça, c'est comme si l'ennui c'était un peu l'hiver. C'est le moment où on se retire. Oui, c'est sûr, c'est un peu ennuyeux l'hiver. On aimerait bien que ce soit toujours l'été, mais si c'était toujours l'été, on l'apprécierait plus. Voilà. Et du coup, on a besoin aussi de ce moment de retrait où la nature perd ses feuilles, n'est plus dans l'extérieur, mais vraiment intérieur, pour pouvoir ensuite avoir à nouveau la force de bourgeonner au printemps et faire éclore toutes nos couleurs. On hiberne dans nos cavernes pour revenir revigorer au printemps. Se retirer à l'intérieur, revenir dans le monde, du coup recharger de toute cette force que ça nous a donné. On le voit bien, à chaque fois que tu as fait une retraite ou que tu as ces moments d'intériorité, tu reviens dans le monde avec une énergie, une joie, une envie de faire, de partager, etc. Et puis à un moment à nouveau, besoin de se retrouver tranquille. À la fin du livre, il y a un passage que j'aime beaucoup sur ce mouvement comme ça de... On revient à l'intérieur et puis on revient dans le monde finalement, dans le monde normal. Et puis... En fait, tu décris un passage où tu pars dans la nature et tu as une véritable communion avec la nature. Oui.
et où tu te sens vraiment ému par la beauté qui t'entoure et tu te sens une avec cet univers et avec cette beauté. Donc voilà ce qui se passe. Et puis tu reviens sur Terre au bout d'un moment. T'as été ému jusqu'aux larmes de cette beauté qui t'entoure, etc. Ton cœur s'est mis à battre, voilà, tu dis, mon cœur ouvert bat au rythme de la grâce de cette terre qui m'inonde, tout s'arrête, plus aucun désir, plus aucune insatisfaction, plus rien n'existe que cette seconde qui n'en est plus une, parce que là tu perds le sens du temps, on ne sait plus, c'est vraiment une connexion à un moment donné avec le divin en toi et le divin autour de toi. Oui. Et puis, hop, on retombe sur terre, quoi. Hop, à un moment donné, l'expérience magnifique, l'extase touche à sa fin. Et avec, comme seule teinte de ce voyage, le souvenir mental de la sensation. Et là, je vais lire cet extrait, donc. Mais ce souvenir me laisse une trace, il glisse dans ma main un petit fil rouge, comme les cailloux blancs du petit poucet, me reliant à la conscience de l'infini. Alors même, projeté dans la densité et la lourdeur de l'ignorance, on va dire de la vie quotidienne, je peux tirer sur ce fil qui me rappelle le contact avec la substance originelle et nourrissante de l'amour. Cela me réconforte. Oui. Voilà. C'était cette façon de dire qu'on peut toujours y retourner, quoi. On peut toujours y retourner et je pense que c'est surtout quelque chose que l'on porte tous en soi et la terre, la nature, pour moi, est la première enseignante. Elle est celle qui nous rappelle cette infinité de vie et cette profondeur de l'amour, en fait. Cette terre, elle donne sans condition tout, si on sait l'écouter, danser avec elle. Et du coup, elle me permet aussi d'ouvrir en moi cette touche d'amour dont nous sommes porteurs. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de moments, il y en a encore de connexion superbe avec la nature et avec l'amour. Cet amour qui n'est pas un état émotionnel, mais vraiment un état d'être. Tu as parlé de danse. Oui. Moi, j'ai trouvé la danse très présente dans ton livre. Oui. Donc, il est découpé en 4 actes et chacun des actes a plusieurs temps. Alors, il y a le premier temps de la valse, le deuxième temps de la valse, le troisième, le quatrième temps de la valse. Oui. C'est le titre des chapitres. Oui. Chaque fois, dans chaque acte, il y a ces 4 temps de la valse. Donc, c'est référence régulière comme à la danse, comme un tempo de métronome un petit peu au fil du livre. Et puis, tu parles aussi de la danse. Dans ton livre, il y a ce passage en Égypte où vous célébrez la fin du voyage en dansant entre femmes et où vous célébrez la danse arabe, la danse par excellence de la féminité. Et puis la danse, on la retrouve à plusieurs reprises aussi dans les citations. Oui. Il y a une citation de Daniel Ponce que j'ai beaucoup aimée. « Dieu est celui qui enseigne l'ivresse contrôlée. Il est un maître et il ne tient qu'à toi de faire de ton paraître une esquisse de maîtrise qui en toi fera danser l'être. » Alors, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette danse ? Le titre de mon livre, c'est « Danse, mon étoile danse », en fait. Ce n'est pas une histoire de danse classique, hein, ne pas se méprendre. En fait, c'est pour faire référence au mouvement éternel qui est la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a du mouvement, et tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Donc, c'est vraiment pour rendre hommage à ce battement de cœur, à ce battement de la terre qui tourne sans cesse, à cet univers entier qui est en mouvement et qui danse la vibration de vie, la vibration d'amour, la joie, et tout ça en fluidité, en fait. Donc, je résiste pas à l'envie de lire cette citation aussi de Daniel Siboni qui est dans ton livre. La danse serait l'appel archaïque, l'impulsion d'ancêtre qui peut saisir, donc d'ancêtre, il y a un jeu de mots, vous l'entendez bien, là, qui peut saisir tout ce qui est par ses racines dans l'être à faire danser. Voilà. Moi, ça m'a bien plu, d'avoir la danse qui était toujours présente au fil de ton livre. Ah oui, c'est le rythme. C'est un rythme qui aussi permet d'ancrer. La danse, elle nous fait travailler les jambes, elle nous fait travailler les pieds, elle nous fait travailler l'ancrage avec notre corps et avec la terre aussi, qui permet, c'est comme un arbre, plus un arbre s'enracine dans la terre, plus il peut s'élever dans le ciel et avoir un feuillage qui est éclatant et qui peut briller et résister aux tempêtes. Et la danse, voilà, fait cette révérence à ça, aux racines sur la terre.
chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Vous êtes à l'écoute de Radio 16 et aujourd'hui, dans l'émission Les Enfants du Nouveau Monde, nous accueillons Marion Rebera qui témoigne avec son livre « Danse, mon étoile danse, histoire de vie ». Alors, dans tes voyages, tu es partie au Pérou, c'était le premier grand voyage, je crois. Oui. Voilà. Et là, tu as rencontré des plantes médecines et des chamans qui t'ont accompagné aussi pour aller à la rencontre de tes zones d'ombre, etc. Les passages où tu es en train de traverser toutes tes turbulences mentales, oh là là, c'est assez impressionnant et ça m'a bien parlé aussi. C'est vrai que le mental, c'est une cacophonie insupportable. Il a beaucoup de choses à dire, mais des fois, on peut lui dire « Écoute, on prend rendez-vous à telle heure. Pour l'instant, tu me laisses en vacances. » Mais là, c'était un peu difficile quand même. Là, il y a eu des en moments l'occurrence. difficiles, oui. Et donc, tu as établi un lien très puissant avec ce pays, avec les gens de ce pays. Oui, la vie était bien faite encore. Elle m'a permis... je voulais partir au Mexique, en fait. Je voulais pas partir au Pérou, à la base. Et puis, finalement, c'est là-bas que j'ai atterri et tout est parfait. Je savais même pas ce que ça voulait dire plante médecine. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je n'avais jamais rien lu ou vu à ce propos. Et je pensais que j'allais taper le tambour, parce que je connaissais quand même le tambour chamanique, les huttes à sudation, mais voilà, pas plus. Donc ça a été une très belle découverte et une très belle rencontre avec ces hommes médecines et leurs pratiques qui permettent vraiment d'aller en profondeur avec ce dont nous sommes porteurs, dans un respect du sacré aussi, et voilà, une force de vie très intéressante qui vraiment m'ont permis de nettoyer, d'ouvrir et d'ancrer toujours plus
qui je suis. Donc il existe, donc en parlant des plantes médecine, il existe des plantes donc qui relèvent donc de la médecine et qui aident l'humain à justement à aller à la rencontre de ces zones d'ombre qu'on a tellement tendance à vouloir fuir. Et donc à un moment donné, voilà, il y a certaines civilisations qui ont su et qui savent toujours avoir recours à ces plantes-là pour faire face à ce qu'on n'a pas envie de voir. Oui, enfin, elles nous mettent aussi, elles nous mettent face à ce que nous sommes porteurs, en fait. Ces plantes là-bas, ils les considèrent vraiment comme des esprits, l'esprit des plantes, et c'est eux qui nous guident à travers toutes les dimensions dont nous sommes porteurs et toutes les dimensions qui existent. Alors, jamais un homme médecine de là-bas ne vous dira que c'est hallucinogène. Pour eux, ce sont des dimensions que l'on rencontre et des choses qui existent sur d'autres plans de conscience. Ce ne sont pas des hallucinations. Voilà, ce ne sont pas des hallucinations ni des produits hallucinogènes, exactement. Voilà. Et il y a vraiment un autre rapport à ces plantes, à cette terre, en fait. Il y a vraiment et à l'expérience, du coup. Et à l'expérience aussi. Ils font vraiment confiance à cela. Et en général, les hommes médecine ont appris ce qu'ils savent par la plante elle-même. Même des expériences scientifiques ont été faites en disant mais comment ça se fait sur ces millions de plantes dans une forêt amazonienne, ces personnes, ces peuples ont su que c'était telle plante et telle plante qu'il fallait utiliser, tel mélange pour que ça donne cela. Ils n'avaient pas de méthode scientifique, ils n'en avaient pas besoin parce qu'ils savent par leur intuition et par leur communication avec la nature simplement écouter fondamentalement ce qui est là et ce qui est dit par les esprits de la nature et notamment les esprits des plantes. Ce que tu es allé découvrir justement à travers ces rencontres, mais aussi en Égypte, c'est qu'à un moment donné, notre raison, notre intelligence rationnelle qui domine et prédomine en Occident et en Europe et en France, elle n'a pas moyen d'expliquer certaines choses et qu'il faut avoir recours à d'autres intelligences comme l'intuition ou, bon, il y en a sans doute plein d'autres, mais on n'a même pas les mots pour les décrire puisqu'on a un vocabulaire et une société qui est vraiment, qui considère que l'intelligence c'est la raison, c'est la rationalité. Oui. Je pense que c'est un point de vue. La science est un point de vue, comme la religion, comme la spiritualité. Ensuite, il est intéressant de ne rien fermer et de laisser ouvert les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la science apporte énormément, mais elle ferme aussi énormément à ce qu'elle ne peut expliquer. Donc ce qu'elle ne peut expliquer, elle n'en parle pas. Ça n'existe pas, ou alors voilà, ça n'existe pas. Et donc, je trouve que c'est dommage de fermer à des choses que différents courants peuvent donner comme point de vue, alors que l'on pourrait danser tous ensemble, et là, on avancerait beaucoup plus vite à tous les étages, j'ai envie de dire. Du coup, une anecdote qui illustre un peu là ce qu'on est en train de dire, c'est dans ta découverte d'une fresque en Égypte. Alors, tu vas me redire dans quel temple ? Alors, il me semble, si mes souvenirs sont bons... Les portes d'Abydos. Au temple d'Abydos, en Égypte, oui. Voilà, temple d'Abydos. Donc, il y a une fresque dans ce temple qui représente... donc après, chacun fera son interprétation, mais si vous avez l'occasion de la voir, même sur Internet, on la trouve. Elle représente un hélicoptère... un navire, il me semble. Tu dis alors une frise de hiéroglyphes vieille de plus de 4000 ans qui représente un sous-marin, un hélicoptère et un genre de planeur soucoupe volante. Oui. Et cette fresque a été interdite au public pendant longtemps parce qu'on ne savait pas l'expliquer. Donc il y a plein d'explications. On dit que c'est un hiéroglyphe qui a été raté. Alors j'imagine bien les scribes de l'époque avec leur burin raté, avec telle précision, une représentation comme ça. Voilà, il y a beaucoup d'interprétations et surtout il y a un grand mystère autour de l'Égypte. Donc j'ai vu que récemment quelqu'un avait inventé une machine, un genre sonar qui passera au-dessus des pyramides pour voir à l'intérieur, c'est-à-dire s'il n'y aurait pas d'autres chambres ou d'autres couloirs qui pourraient expliquer encore ces grands mystères de l'Égypte. Voilà. Si on reste cloisonné à une seule science, qui est celle de la raison, je pense qu'on se ferme tout seul des portes à la compréhension du monde et de ces mystères qui dépassent cet entendement. Moi, je retiens quand même 2 grands messages de ton livre. C'est oser faire confiance à la vie et oser se faire confiance à soi-même. Avoir confiance que la vie est juste avec nous quand nous sommes juste avec nous-mêmes.
Et et j'ai aimé cette anecdote que tu racontes à un moment et qui m'a fait penser, ouais, nous n'avons vraiment pas à accepter ce qui nous fait du mal. C'est vraiment la première démarche, quoi. C'est-à-dire que être juste avec soi-même, ça veut dire aussi ne pas accepter ce qui va à l'encontre de l'élan de vie en nous. Il y a je parle de cet extrait où tu refuses un job. T'as vraiment besoin d'argent, etc. Puis là, on t'accepte dans un job. Mais il te demande de porter un uniforme. Oui. Et toi, c'est vraiment contraire à ce que tu as envie à ce moment-là, et tu oses dire non alors que t'es pas sûr de trouver autre chose, quoi. Oui. Je pense que on peut accueillir des fois des choses qui nous font pas du bien parce qu'on a besoin de les traverser, comme nos ombres par exemple. Mais si dans la vie on se force par contre à faire des choses qui vont à l'encontre de nous-mêmes, on peut s'interroger. Et à ce moment-là, au moment où tu cites, là j'avais déjà traversé quelques étapes et je me suis dit non, mais je suis plus prête à me transformer, à ne plus être moi. Je ne suis plus d'accord avec ça. Je ne vais pas aller dans une voie qui va me rendre malheureuse. C'est plus le choix que je fais. Je fais le choix d'aller dans une vie, dans la matière qui me correspond et qui me fait du bien. Et donc, conclusion donc de cet extrait, de cette anecdote, tant pis, je prends un risque, je les appelle et je leur dis que je ne peux pas venir. Je prends le risque de vivre et de ne plus m'étouffer. Des jours et des jours que je prie aussi fort que je peux pour me sortir de là. Le lendemain, j'ai un autre entretien dans un petit collège sur le port, à 10 minutes à pied de ma nouvelle habitation. Je suis prise à temps plein. Merci. Quand on ose, quand on est courageux et qu'on ose être juste avec soi-même, malgré les tentations, parce que la vie est faite de plein de tentations pour se renier soi-même, en fait, hein. Et ben, si on ose ne pas le faire et rester vraiment droite et juste, à ce moment-là, la vie nous récompense quelque part. Là, c'est ce qui a été le cas. Alors, je n'utiliserai pas le mot récompense, mais j'utiliserai que plus je me fais confiance, il y a une espèce d'effet miroir, en fait. Ce que je vibre en moi va se répercuter sur l'extérieur. Donc, si je vibre le fait d'être juste avec moi et dans ma confiance, en ancrant en moi ce que je souhaite, la matière va me l'offrir. Il n'y a plus d'extérieur-intérieur, ou en tout cas, l'extérieur me renvoie ce que je suis, je renvoie à l'extérieur ce que je souhaite. Et c'est comme ça, je pense, que ça s'est joué à ce moment-là. J'ai été touchée aussi par le plaisir que tu as pris dans ta formation de psychothérapeute que tu décris. Et ça aussi, pour moi, c'est vraiment savoir se faire du bien et apprendre à épanouir toutes les facettes de notre être. Ça a l'air de t'avoir permis ça, cette formation, et on sentait l'épanouissement qui en découlait, le plaisir, la joie qui en découlait. Tu nous lis l'extrait? Oui. La formation de psychothérapeute m'enchante. J'expose mes rêves d'escargot et de lieux de vie insolites, de l'église au ferry, du bus au supermarché, en cours de symbolique. Je me déguise en indienne pour parler de mes héros d'enfance et je me plais à écrire mon épitaphe en analyse transactionnelle. Je rédige un essai sur la vie de Baudelaire en psychopathologie et un texte sur la sexualité, illustré par les dessins d'Enki Bilal en sexothérapie. Je dors, je rêve éveillé, j'écris des contes, je tire des cartes, je danse, je joue la comédie. On me demande d'où me vient cette incroyable chevelure et j'aime à raconter cette fabuleuse histoire d'une mère irlandaise et d'un père métis africain qui m'ont légué respectivement la couleur feu et la frisure frisée. Je ris, je pleure, je m'interroge, je comprends, j'intègre. Je grandis dans cet enseignement qui a du sens et de la matière. Mon cœur s'épanouit de ces partages, de ce savoir transmis. J'apprends, je pratique. Je propose bénévolement des séances de sophro en maison de retraite, je coach des étudiants. Une joie, tout va bien. Et oui, le plaisir de la créativité, quoi. Oui. Là, il y a le dessin, il y a le déguisement, il y a l'écriture, il y a tellement de choses, là, qu'on t'offrait, finalement, et à quoi tu te consacrais. On s'intéressait à ton être profond, puisque là, tu parlais de tes rêves, tu écris tes rêves, etc. Waouh. C'est vrai que c'est une voix qui s'intéresse à l'être, comme tu dis, et non pas à la personnalité, simplement. Qui vraiment dit, mais qu'est-ce que tu portes au fond de toi? Qu'est-ce qui est là et qui demande à sortir, à s'exprimer, à être partagé? Et c'est là que vraiment, oui, la joie toute simple d'être en vie peut s'exprimer sous plein de formes et elle peut se laisser vivre librement. Et d'être invité à le partager avec les autres, parce que les autres te disent ce que t'as au fond de ton être, c'est une richesse unique et il y a que toi qui peux le sortir. Alors vas-y, sors-le sous forme de dessin, de chant, de conte, de déguisement, de mensonges, d'inventions, avec l'histoire de tes cheveux et ce que tu t'es inventé comme origine. Je comprends le plaisir que tu as pu prendre dans cette formation. Et que chacun puisse vraiment le vivre aussi avec
toute sa confiance et toute sa force et la douceur de cette puissance aussi. Ouais, je souhaite vraiment que... D'oser vivre ce que l'on porte. Ouais, et je souhaite vraiment que l'éducation aille dans ce sens-là pour les enfants, l'éducation nationale, quoi, l'éducation basique pour tous les enfants, que ça aille dans ce sens-là, quoi, dans le sens de l'être profond qu'ils sont et ce qu'ils portent et leur richesse, et qu'on les aide et on les invite à révéler ça sous toutes ses formes. J'en fais le souhait aussi. Bon, on a bien parlé de ton bouquin, parlons un peu de ce que tu fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu habites à Alès. Alors aujourd'hui, j'habite à Alès, tout à fait. Et puis tu organises plein de choses. Alors, tu organises des ateliers, des cercles de femmes notamment. Oui, les cercles de parole de femmes, donc une fois par mois sur Alès. Donc on se retrouve pour échanger. Il n'y a pas de thème précis à l'avance. C'est vraiment autour de paroles, qu'est-ce qui est là, et qu'est-ce qui a besoin de s'exprimer. Et pour nourrir aussi ce lien de sœurs et faire grandir le féminin dans le respect de qui l'on est et poser des graines et vraiment se dire que dans ce cercle de la vie, la confiance est possible, le respect. Et ça, c'est vraiment en lien aussi avec la terre et avec les grands-mères de cette terre qui portent cet enseignement de lien. Et les femmes sont porteuses de beaucoup de choses. Elles sont les mères, notamment. C'est elles qui guident les enfants. Donc je pense que plus ces femmes seront en capacité de se retrouver, de nourrir cette confiance, ce lien à la vie, plus elles seront en capacité de le transmettre aussi. Et c'est ce que j'ai à cœur de partager à travers ces cercles de paroles de femmes. Donc c'est une fois par mois, ça a lieu le week-end ? Ça a lieu en semaine, le mercredi soir. Le mercredi soir. Un mercredi par mois. D'accord. Dans une yourte, tu disais. Voilà, dans la yourte de Peggy et Antoine, qui se trouve à Alès, sur les collines de Rochebelle. Dans cette fameuse yourte, tu fais aussi des voyages au tambour. Alors ça, t'en as parlé, apparemment c'est une vieille histoire, le tambour et toi. Le tambour et moi, c'est une très vieille histoire, je pense qu'elle a quelques siècles. Donc les voyages au tambour, ce n'est pas un cercle de tambour où on vient pour taper le tambour, ce qui pourrait être fait un jour. C'est vraiment, personnes viennent comme un peu en sophrologie, donc elles sont allongées et je tape le tambour pour les personnes présentes. Et le son du tambour, en fonction des intentions posées, nous amène en voyage à travers différentes choses, notamment la rencontre de son animal totem, et puis aussi des guérisons, des souvenirs et autres choses qui appartiennent au voyage au tambour. On se laisse guider, en fait. On se laisse aller sur le son du tambour. C'est une aide, en fait. C'est un genre de véhicule, finalement, le son du tambour, pour aller à la rencontre d'images, de sensations, d'émotions, etc., et qui vont nous apprendre des choses. Voilà. Le son du tambour nous permet de rentrer dans un état de conscience qu'on appelle non ordinaire et de se rencontrer et d'aller trouver des réponses des fois ou des compréhensions à ce que nous avons besoin. Ça aussi, ça a lieu une fois par mois, c'est la nuit, le soir ? C'est le soir, c'est le vendredi soir parce que ça dure un peu tard, ça peut durer jusqu'à 11h minuit, suivant le nombre de personnes qu'il y a. Vendredi soir, donc une fois par mois. D'accord. Sur Alès. D'accord. Et tu fais aussi des ateliers de cuisine, d'alimentation vivante. Alors, parle-nous de ça un peu. Alors, donc, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je mange, qu'on appelle l'alimentation vivante, donc vulgairement crudivore. C'est-à-dire de manger cru. Du manger cru, des fruits et des légumes. Donc voilà. Et j'adore cette alimentation. Elle permet vraiment une guérison, une régénération profonde. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager cette alimentation qui n'est absolument pas monotone et qui est au contraire pleine de vie, pleine de saveurs, pleine de couleurs. Et donc maintenant, une fois par mois aussi, le samedi, j'ouvre cet atelier d'alimentation vivante dans lequel on élabore et on déguste ensemble les plats préparés. Du dessert à l'entrée, de l'entrée au dessert plutôt, et le plat principal, des boissons, des jus, tout ça. D'accord, donc vous vous retrouvez le samedi matin, vous cuisinez, et puis vous dégustez à midi. Tout à fait. Sympa, bon programme, faudra venir goûter ça. Alors ça a lieu... Sur Alès, au quartier de Clavière. D'accord. C'est là-bas aussi, je crois, que tu proposes des accompagnements individuels. Oui, tout à fait. Donc, j'accompagne en psychothérapie, thérapie holistique. Donc, holistique, c'est un accompagnement plus global où je considère l'humain dans son entier, donc un émotionnel, un corps, un mental, mais aussi une vibration et une énergie, des corps subtils et tout ce qu'on porte aussi comme mémoire généalogique, etc. Donc, dans cet accompagnement, il y a la parole, bien sûr, mais il peut y avoir aussi le chant, les sons et les parfums qui peuvent accompagner dans la thérapie. D'accord.
Et puis aussi, tu as une autre corde à ton arc dans l'accompagnement des personnes, c'est le massage. Voilà, donc j'ai aussi appris le massage polynésien. Donc, c'est un massage à l'huile sur tout le corps qui va vraiment chercher les nœuds, qui est un massage drainant, relaxant et dynamisant, qui est vraiment... Voilà, que j'aime beaucoup, ce massage qui est aussi en lien avec les philosophies de Polynésie, donc la force du mana, comme on dit, la force de vie, la force de la terre, et avec aussi la philosophie Ho'oponopono. Voilà. Oui, ça c'est une philosophie qui a trait au pardon. Au pardon, voilà. Mais alors quel rapport avec... c'est-à-dire que le massage... c'est que ça vient de là-bas aussi. Ça vient de là-bas, et le massage, donc, il n'est pas simplement juste lié au corps, mais il est vraiment aussi en lien avec une spiritualité et une façon de concevoir la vie. D'accord. C'est la définition du mot holistique. Hein. Holistique, c'est considérer l'être humain dans son entier, dans un tout, et non pas séparé. Voilà. Donc vraiment considérer le corps, les corps, et l'émotionnel, le spirituel et tout ça. Voilà, ça permet de ne pas aller faire traiter son corps par le kiné, sa tête par le psy, ceci par cela, etc. Ce qui n'empêche pas, mais c'est vrai que là, du coup, c'est une approche qui essaye de tout aborder... Bon, je n'aborde pas tout, mais en tout cas, ce sont des outils qui sont essentiels pour moi et que j'ai à cœur de partager. Mmh. Ouais. Alors, dans les actualités, mardi 10 novembre, tu fais une conférence sur le web, oui, sur la thématique « Médecine de l'être, médecine de la terre ». C'est rigolo ça, une conférence sur le web, mais il faut être à l'heure, hein, c'est pas tout le temps... Oui, voilà, c'est du direct en fait, donc c'est une visioconférence ou webconférence comme on dit, donc elle se fera en direct via le site Les Portes Arc-en-Ciel. Vous pouvez aussi retrouver le lien sur mon site internet, Terre Happy Universelle. On va le donner. On le redira. Oui. Et voilà, donc c'est aussi ce que j'aime partager, ce lien entre... la terre et l'être, et ce que nous sommes et ce que la terre nous offre. C'est tout à fait d'actualité, hein, aujourd'hui où on a des gros problèmes de pollution, de l'air, de l'eau, de la terre, etc. C'est vrai que la terre a autant besoin de guérison que nous, les humains, finalement. Hein. Et tout ça se lie, c'est en lien. Que plus on se prend conscience de qui l'on est, plus on prend conscience de la terre, et plus on prend conscience de la terre, plus on a conscience de nous. Et donc, en émettant des guérisons vers elle ou vers nous, ça se répercute. Et puis, petit à petit, on commence à comprendre pourquoi, en Amérique latine, ils l'appellent la Pachamama, la mère terre. Tout à fait. C'est vraiment... La mère nourricière, oui. Mm-hmm. Donc, cette visioconférence, cette webconférence, c'est mardi 10 novembre à 20h30 via le site des Portes Arc-en-Ciel. Pour te retrouver et puis éventuellement acheter ton livre aussi, donc il y a ton site internet, Terre Happy, donc la terre joyeuse, H-A-2-P-Y, Terre Happy universelle au féminin, .wordpress, WORDPRE2S.com, terrehappyuniverselle.wordpress.com. Il y a aussi, on peut écrire un mail à reb.marion@hotmail.fr si les gens veulent te contacter pour s'inscrire à un atelier cercle de femmes, voyage au tambour ou atelier de cuisine, ou qui recherchent un accompagnement individuel ou bien un massage. la carte est fournie. Et puis on peut te trouver aussi sur les marchés de Noël. Oui, tout à fait. Ben là, je vais commencer les marchés de Noël. Le premier, ça sera le 15 novembre à Saint-Privat-les-Vieux, où je vais donc aussi vendre mon livre et puis un livre ou deux d'autres amis qui sont dans cette même démarche, et puis aussi quelques autres petites choses, des encens ou des plantes... Pas les plantes médecine du Pérou, non, ça vous ne les trouverez pas sur un marché de Noël en France, ce n'est pas possible. C'est ça, donc voilà. Et ensuite en décembre aussi, j'aurai quelques marchés et vous pourrez retrouver les dates aussi sur mon site internet. D'accord, donc tu nous en dis pas plus sur les lieux et les dates des marchés. Si on veut, on va sur ton site internet terrehappyuniverselle.wordpress.com et il y a vraiment toutes les informations sur les ateliers, sur les accompagnements que tu proposes, etc. Oui. Un grand merci Marion d'avoir accepté de venir nous parler de tout ce que tu fais de beau. Merci à toi Céline Elodie de m'avoir offert la possibilité de poser ma parole dans cette émission. Et puis, bonne continuation à toi. Que Merci tous beaucoup. tes ateliers se développent bien et qu'ils apportent à tous ceux qui en ont besoin, ce qu'ils ont besoin. My gang will get you.
Retrouvez toutes les émissions des Enfants du Nouveau Monde, une semaine sur 2, le dimanche à 19h et le samedi à 13h, et puis quand vous voulez, sur le www.radio16.net.